Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 7e journée de championnat de Ligue 1. McDo, Saint-Étienne recevait les Bourguignons Auxerre et Saint-Étienne l'a emporté 3-1. Très belle victoire de la part des Stéphanois. Voilà, et autour de la table, le Jean-Claude Duss qui va réussir, j'espère, à conclure. Salut à toi, Olivier. Salut Marco, salut Eric. Et on va rester dans la disparition de Michel Blanc, même si ça n'a rien à voir le rock ni le foot, mais voilà, c'est le monsieur Hir, c'est le voyeuriste, et oui, il scrute tout dans le domaine vert. C'est Eric, salut à toi Eric. D'un Z qui veut dire Zuricho, salut à tous. On va revenir donc sur cette belle victoire à domicile face à Auxerre. Tout au long de cette émission, on passera des morceaux musicaux. Il y aura également une page Haute-Loire assez longue cette fois-ci, contrairement à la semaine dernière. Il y aura une page agenda, une page le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Et on terminera avec les coups de cœur et les coups de tête. Bref, 55 minutes de rock and foot à tendance verte. C'est parti pour le match de la semaine. Vous écoutez l'émission. Ouais, et voici le 11 stéphanois aligné par Olivier Dalloglio. Larsonneur dans la cage, en charnière centrale Nadé et Batubinsika, arrière gauche Petro, arrière droit Apia, au milieu en pointe basse Ekwa accompagné de deux relayeurs Mouefek et Amougou, en attaque Sissoko dans l'axe et deux ailiers en faux pied s'il vous plaît, David Tachvili le droitier est à gauche et Ben Hold le gaucher est à droite. Et puis c'est à souligner, le 12e homme est bien là, Geoffroy Guichard retrouve ses deux copes et ça fait une sacrée différence, le public n'est pas de trop car les Auxerrois ont plusieurs situations en début de match. Les Verts opposent énormément d'impact et ils vont faire des transitions. C'est la stratégie de Dalloglio. Et dès la 15e minute, une d'entre elles va réussir. David Tachvili va faire parler sa vitesse, rentrer dans l'axe et ajuster le gardien auxerrois d'une frappe bien placée. 1-0, le stade n'attendait que ça pour s'enflammer encore un peu plus. Les Verts dominent encore. Batubinsika est tout près de marquer sur corner, mais son coup de tête est repoussé assez facilement. Il y a David Tachvili, mais il y a aussi Ben Hold en attaque qui fait très mal sur son côté droit. Malheureusement, il n'a pas la même réussite que son compère géorgien et il trouve le gardien lui aussi. En seconde période, les Auxerrois jouent plus haut et ils oublient toujours le même David Tachvili. Bien mal leur en a pris. Le Géorgien vient crucifier Léon pour le 2-0 à la 54e minute sur un but un petit peu plus chanceux où il slalom et il tire entre les jambes d'un Auxerrois. Sissoko va tenter de faire pareil que son compère, mais il n'y arrive pas sur un face-à-face assez mal négocié par l'attaquant malien. À l'heure de jeu, les Stéphanois vont baisser de pied, les Auxerrois en profitent, mais Mouefek vient suppléer Larsonneur sur une sortie assez mal négociée par le gardien stéphanois. Il ne peut rien par contre, le gardien stéphanois, à la 70e minute, quand toute la défense est prise à défaut par Théobert, qui conclut un centre de Sinayoko. Le stade commence à douter, mais Olivier Dalloglio fait rentrer du sang neuf. Le choix est payant puisque ce sont deux rentrants, Cafaro et Stassin, qui vont permettre à Zuricho Davitashvili de signer un hat-trick. Eh oui, 3 buts. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zuricho. Et ça fait donc 3-1 pour les Verts qui remontent à la 13e place grâce à ce petit podium initial ZD avec un Z comme Zuricho et un D comme Dus, un D comme déterminé, un D comme dynamite, un D comme David Tachvili. Merci Olivier pour ce résumé précis de cette rencontre. Donc avec ce duel de promus remporté par les Verts.
Et ouais, on parlait d'un match à 6 points parce que on sait que il y a plusieurs championnats dans cette Ligue 1 à 18 clubs. On sait qu'on terminera pas dans les 3 premiers et que après le mauvais départ des Stéphanois, face à des promus comme nous, c'était important de remporter ce match. Est-ce que ça vous a rassuré tous les deux? Oui, rassuré. Moi, j'assistais à un match de très belle facture. C'est très plaisant, avec beaucoup d'allant, beaucoup d'occasions de part et d'autre. On a enfin vu du jeu, je dirais, pour la première fois depuis le début de saison. Donc il y a une entame de match assez compliquée, une première occasion aux Serroises au bout de 30 secondes seulement avec un beau sauvetage de Petro qui met en corner. Et puis après, on s'est procuré pas mal de situations, comme l'a très bien décrit Olivier, donc par Banol en particulier, qui a manqué un petit peu dans le dernier geste, donc malheureusement c'est la finition qui lui a fait défaut, alors que j'ai trouvé très intéressant sur son côté. Quand il est positionné de cette manière-là, on le voit beaucoup plus, évidemment. Et puis après, donc, Davitashvili qui a commencé son festival, donc 3 buts de la part de l'ancien Bordelais avec une 4e frappe sur le poteau, je ne sais pas si tu l'as mentionné tout à l'heure, donc juste avant le but auxerrois. Il y a aussi une situation de hors-jeu qui aurait pu remettre les auxerrois dans la partie, donc ça se joue à quelques centimètres. Donc la balle de 1 partout au retour des vestiaires, et puis Sissoko qui se procure également une belle occasion qu'il rate. Mais après oui, on a vu beaucoup de choses. Moi je ne me suis vraiment pas ennuyé, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Une belle victoire des Verts, le score est assez logique. Auxerre a mérité au moins de marquer un but en deuxième mi-temps, parce qu'ils ont une période quand même où ils ont quand même eu pas mal de situations, mais sur l'ensemble du match c'est tout à fait mérité. Et toi, rassuré, Olivier? Ouais, rassuré parce que j'avais dit, je voulais attendre de voir ces jeunes joueurs quand même, non. Je voulais attendre de voir ces jeunes joueurs dans un stade Geoffroy Guichard plein, voir un petit peu ce qu'ils avaient dans le ventre face à un adversaire direct. Pour l'instant, c'était vraiment la première fois où ils étaient dans cette configuration. Et force est de constater qu'ils n'ont pas vraiment tremblé. Bon, le début de match, heureusement que les Auxerrois n'arrivent pas à concrétiser leur domination, mais et c'est justement pour ça qu'ils ont poussé très fort dès le début du match en se disant si on marque un but, ça va douter énormément. S'il suffit qu'il y ait quelques sifflets dans les tribunes, etc., ça va retourner le cerveau de ces Stéphanois et ils vont se mettre à douter. Ça n'a pas été le cas, heureusement. Et en fait, on a vu une équipe qui prenait confiance petit à petit. En tout cas, sur les images, vous étiez sur place, donc évidemment, vous avez encore une vision encore plus précise que la mienne. Mais vu devant mon écran, j'ai l'impression que cette équipe, elle a apporté des belles armes, celles des armes qu'on aime à Saint-Étienne, c'est-à-dire de l'envie, gagner les duels. Beaucoup d'activités, le milieu de terrain il s'est démené de partout, surmultiplié, beaucoup d'abattage des milieux de terrain, ça plaît, ça m'a plu et ça paye, ça finit par payer quand on a des joueurs aussi rapides que les 2 flèches sur les côtés. Très bonne idée de les mettre en faux pied. Ça a payé ça aussi, donc un Sissoko qui joue pleinement son rôle de tour de contrôle et d'orientation du jeu, c'était bien vu, même si on a vu que quand il faut qu'il court, il avait du mal ensuite à la conclusion sur l'occasion qu'il rate. Mais à part ça, on a douté quelques minutes lorsque les Auxerrois sont revenus à 2-1. Mais à part ce moment-là, c'est vrai moi je suis rassuré. Après, le bémol, c'est que on a gagné contre le champion de Ligue 2 uniquement, qui s'est pas vraiment renforcé depuis. Et faut pas non plus s'en faire des montagnes. Faut sortir un peu de la culture du résultat. Si on fait un match plein contre Lens et qu'on accroche quelque chose contre Lens, là par contre, on pourra dire qu'on a gravi une étape. Pour toi, on a trouvé un équilibre alors? Non, je trouve qu'on a rejoué un match de coupe et on l'a remporté. Et il faudra plus pour renverser des équipes bien mieux organisées qu'Auxerre. Eric, tu as parlé tout à l'heure en fin du jeu, je suis assez d'accord avec toi, je te rejoins. Est-ce qu'on a trouvé un fond de jeu? Parce que jusque-là, il nous fuyait depuis plusieurs rencontres. La réception du Havre, on l'avait pointé. Après, c'était des matchs à l'extérieur, c'est un petit peu différent. Donc, à Geoffroy Guichard, on attend à ce que notre équipe fasse du jeu. Et là, moi, il m'a semblé, il y a un semblant de fond de jeu et justement, peut-être d'équilibre. Ça commence à bien tourner dans cet effectif
qui est similaire un petit peu à la fois précédente. Là, le maintien passera sûrement par des prestations de ce niveau à domicile. C'est vrai que pour l'instant, à l'extérieur, on est très en difficulté. On va pas remuer le couteau dans la plaie, mais on n'a toujours pas à comprendre comment cette équipe-là, même si le 11 n'était pas identique, a pu en prendre 4 à Brest, surtout 8 à Nice. C'est incroyable. Donc là, on a retrouvé les ingrédients qu'on attend de cette équipe stéphanoise à Geoffroy Guichard. On avait un aperçu contre Lille. Là, l'adversité était moindre, c'est sûr. Hein. C'est un club qui vient comme nous de Ligue 2. On va bientôt affronter un autre promu. Auxerre a 4 défaites depuis septembre. À chaque fois, ils ont encaissé 3 buts. Donc là, ça s'est vérifié. Mais après, oui, au niveau du fond de jeu, même le milieu de terrain qu'on avait pointé la dernière fois, là, j'ai trouvé Amougou à son avantage, Mouefek également, qui sauve une situation, qui a failli marquer. Et puis devant, offensivement, c'était très intéressant avec les 2 joueurs dont Olivier a parlé. Donc David Ashvili d'un côté, Holt, Sissoko, je suis d'accord, donc il a beaucoup à apporter, même s'il rate une énorme occasion. Mais bon, je trouvais que c'était très intéressant, très cohérent. Donc là, un équilibre, oui, je suis d'accord avec vous. Ouais, et puis pour répondre à tes questionnements, dans ton début de réponse, c'est Nadé. C'était l'absence de Nadé à Brest et à Nice. Pour moi, en tout cas, c'est criant de vérité. Je rappelle que c'est le joueur qui a gagné le plus de duels sur cette rencontre, Nadé. Voilà. On avait pointé le mental au précédent match avec ce déplacement à Nantes, hein, avec un nul arraché alors qu'on était mené 2-0. Et là, vous pointerez quoi comme élément? La solidarité, le collectif, le talent de certains joueurs, le jeu qui commence à se mettre en marche. Ouais, alors le jeu, la tactique de préparer, comme contre Lille, de très vite se projeter avec les flèches, on a dit. Donc ça, c'est une réussite. On peut peut-être pas parler de fond de jeu, mais par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire là où je trouve que ça peut marcher. Alors attention au match d'après, ça tombe bien, là il y a une trêve pour se reposer, parce que souvent, on avait payé le match contre Lille, on l'avait peut-être payé à Nice, avec ce déploiement d'énergie. Non, je dirais le déploiement d'énergie, ce déploiement d'énergie à tous les niveaux, de tout le monde. On a vu un Petro qui était capable de mettre tout ce qu'il avait tout le match, et il a un peu fait peur à son attaquant en face. Tu m'étonnes, il a failli le couper en 2, mais il est à l'origine de la perte de balle qui amène le but qui est en position d'hors-jeu, hein. C'est ça, hein. Il me semble, hein. Il y a une perte de balle un peu grossière de sa part. Il a du mal à revenir, ouais. Mais voilà, non, déploiement d'énergie énorme, abattage énorme, c'est les ingrédients qui ont fait cette victoire, pour moi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, donc je te rejoins là-dessus. Puis après, donc je t'ai dit, on a un peu pêché dans la finition, on va dire, avec les joueurs offensifs, et puis il faut quand même ressortir une individualité qui a été énorme, évidemment. David Ashvili qui était au-dessus du lot, donc clairement, hein, donc l'an passé, il avait des stats plutôt intéressantes, 8 buts et 8 pas décisifs, je crois que c'est un des meilleurs passeurs de Ligue 2. On sait qu'il est un petit peu branché sur courant alternatif, il a fait une très belle performance, c'était un amical seulement contre Villarreal, avec 2 buts, une passe décisive. On l'avait un petit peu perdu entre-temps, même s'il a quand même délivré 2 passes décisives récemment, et puis là, donc il a sur ce match-là, il a fait un triplé et puis un tir sur le poteau également. Et puis des services aussi très intéressants pour les joueurs offensifs comme Ben Holt. Donc il était préposé au coup de pied arrêté. Le premier qu'il a tiré n'était pas forcément très bien tiré, mais après, franchement, il a fait un match plein et forcément que ça joue dans le résultat final. Moi, j'ai trouvé, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, Geoffroy Guichard, les 3 attaquants excellents. De Holt, de Sissoko et bien sûr de David Tadjvili. Tous les 3. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu 3 attaquants aussi actifs, et ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis déjà 3 attaquants, hein, et pas 2. Alors même si c'est plus un 4-1-4-1, Holt et David Tadjvili ont fait mal à cette défense auxerroise. Et moi, Sissoko, j'ai jamais vu un match aussi complet de la part de Sissoko. Alors oui, effectivement, il loupe son duel, mais il était toujours dans les bons coups, et du début jusqu'à ce qu'il sorte, moi, il m'a époustouflé. Je l'avais jamais vu comme ça, parce que souvent, il se met en position d'hors-jeu. Enfin, on lui reproche beaucoup de choses. Là, moi, chapeau, hein. Franchement, c'est lui qui m'a peut-être
plus que David Tachvili qui est à la finition, et je dis bravo à lui, mais là, Sissoko, moi, il m'a sidéré sur cette rencontre. Et je suis pas le seul, parce que j'ai lu d'autres choses après cette rencontre, et je suis pas le seul à le penser. Il a été époustouflant pour moi, ce Sissoko, et voilà, comme quoi... peut-être le maître titulaire peut-être à chaque fois. Et, peut-être l'explication, c'est la concurrence, c'est-à-dire le fait que Stassin se pousse derrière. Ouais, mais c'est pas les mêmes armes, il me semble, tu vois. Non, je veux dire ça, mais il sait que s'il veut garder sa place, je veux dire, l'année dernière, il avait aucun risque il pouvait, tu vois, la jouer plus tranquille. Là, il sait que à l'entraînement et en compétition, il faut qu'il soit à 120% pour garder sa place. Après, depuis le début de saison, il n'a jamais démérité. Je rappelle qu'il a fait un grand match à Monaco. Exactement. Il marque 2 buts qui peuvent être accordés. Il sort de l'équipe parce qu'on recrute Stassin. Exactement. Et comme Stassin n'est pas performant, il revient dans l'équipe et il est à nouveau performant. Et après, on parlait de solidarité tout à l'heure. On voit aussi par rapport aux remplaçants. Ils sont mis au diapason. Cafaro, il s'est battu comme jamais. Le 3e but, il vient de lui. C'est lui qui récupère la balle et qui lance Stassin. Bouchari a été très bon également à son entrée en jeu. Donc tout le groupe est à féliciter. Et concernant Sissoko, ce que j'aimerais rajouter, c'est que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu pourtant sur lui, et peut-être faudrait qu'on réécoute ce qu'on a dit au tout début, comme quoi c'était un attaquant de Ligue 2, qu'il n'aurait jamais sa place, qu'il était lent, etc. Au final, en travaillant ça, moi j'avoue que j'avais des doutes sur, je l'ai dit, sur la stratégie d'avoir des joueurs rapides. Et là, ils ont trouvé le bon compromis, c'est-à-dire que lui, il court pas partout, il ne va pas faire des appels de 50 mètres, mais par contre, il permet justement d'avoir un point d'ancrage et ensuite d'orienter. On l'a bien vu sur le 2e but, il vient juste dévier de la tête. Ouais. Et sur le premier but, si David Tachvili il a un couloir lorsqu'il repique dans le centre, c'est le travail aussi de Sissoko qui fait effectivement le point d'ancrage et qui fixe la défense. Ça, faut pas oublier, parce qu'il y a le côté passif de certains joueurs qui ont un rôle à jouer. Et moi, je trouve que les trois se sont très bien entendus. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu 3 attaquants comme ça à Saint-Etienne sur un match aller aussi bien. Donc voilà, je tenais à le dire. Alors je sais qu'il faut pas s'enflammer parce que c'était Auxerre. Et justement, est-ce que on n'a pas surestimé cette équipe d'Auxerre, parce que moi j'ai pas reconnu la défense des Bourguignons de l'année dernière. Ouais, mais il faut dire qu'ils ont perdu à l'échauffement leur taux de contrôle qui s'est blessé, Jubal, donc qui a été remplacé par comment s'appelle-t-il ? C'était Akpa. Donc il a remplacé, donc ça change quand même beaucoup la donne. Puis une défense à 3. Une défense à 3, ce sera également le cas, on en parlera tout à l'heure dans l'agenda de l'équipe lensoise, elle évolue comme ça aussi. Et puis oui, je l'ai pointé tout à l'heure la statistique, comme quoi ils encaissent beaucoup de buts. Donc 3 buts à chacune des défaites auxerroises depuis le début du mois de septembre. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Nous, là, c'est vrai que jusqu'à présent, la force offensive, on fait partie des moins bonnes attaques. Mais là, on a quand même marqué 3 buts, on a marqué 15 jusqu'à présent. Je rappelle Cafaro, avant le déplacement à Nantes, évidemment, qui a symbolisé un petit peu le réveil de cette équipe, la réaction. Mais bon, donc oui, forcément, il faut en tenir compte. Il ne faut pas s'enflammer. Mais bon, c'est une victoire qui est bonne à prendre. Et puis là, c'est pas une victoire comme contre Lille, même si l'adversité était autre. Là, dans le jeu, quand même, ils ont été convaincants. 3 points avec la manière. On va faire une pause musicale avec un premier groupe iconé qui vient de Lyon. Je le passe depuis 2 ans puisqu'on affrontait Auxerre ces dernières années. Ça sera Johnny Mafia avec le titre Vomit Candy. Okay,
Johnny Mafia, le groupe de Sens, les Sénonais, voilà l'excellent groupe indépendant de la région autour d'Auxerre. Je passerai à un autre groupe un peu plus calme tout à l'heure, mais très très bon groupe de rock indé, un peu garage. Il y a du Nirvana là-dessous. C'est du très bon. On revient à l'actualité footballistique avec cette victoire des Stéphanois pour le compte de la 7e journée. 7 points. Et 13e au classement. Est-ce que c'est pas pour vous inespéré après ce début de championnat? En vrai, le classement, ça veut pas dire grand-chose. Non, mais 7 points, ça parle. Oui, quand même. 7 points, ça parle. Faut dire qu'il vaut mieux faire des victoires que des matchs nuls. On a 2 victoires en 7 matchs, donc ça t'assure un petit matelas. 2 victoires à domicile. Si on pouvait continuer comme ça à gagner à Geoffroy Guichard, c'est la clé, je pense. Hein. C'est la clé de la réussite. Et ta question, c'était est-ce que c'est pas un peu inespéré Ouais, c'est vrai que quand on a vu, alors c'est pour ça que je disais que c'est un peu versatile comme comportement, parce que on passe d'une fessée, d'une raclée à Nice à s'imposer avec beaucoup d'autorité quand on est à Geoffroy Guichard. C'est vraiment pas du tout le même comportement. C'est inespéré, oui, je suis d'accord avec toi, dans le sens où on a tâtonné sur plein de choses. On a tâtonné sur le mercato, on a tâtonné sur la technique, la stratégie, on a tâtonné sur les joueurs à titulariser. On a même, je pense, tâtonné sur garder l'entraîneur ou se séparer de l'entraîneur. Donc avec tous ces tâtonnements, c'est vraiment pas mal. Et pour une fois, on a une trêve. Alors c'est dommage parce que comme contre Lille, on finit avec une victoire et après, c'est dommage parce que cette dynamique, on aurait bien aimé la poursuivre là contre. Dès le week-end prochain, là il y a une trêve. Bon, en plus des joueurs vont partir, on ne sait pas dans quel état ils vont revenir, etc. Mais oui, c'est un petit peu inespéré avec tous ces tâtonnements. Voilà ce que j'en pense. Oui, inespéré aussi dans la mesure où on participe depuis 2 ans à un championnat très faible. L'an passé en Ligue 2, on monte à une saison en demi-teinte parce qu'il y a très peu de candidats à la montée, Auxerre, Angers. Et cette année, on a la chance, alors qu'on joue très mal en début de saison, qu'on rate totalement nos premières rencontres et qu'on prend 2 raclées à l'extérieur, on a la chance de ne pas être décroché. On a la chance d'avoir d'autres équipes qui jouent le maintien et qui sont aussi faibles que nous. Quand on voit les prestations affligeantes de Montpellier depuis le début de saison, ce week-end on fait la bonne opération, puisque tous les concurrents directs, il n'y en a aucun qui a gagné à part nous. Quand on voit les prestations d'Angers, à nouveau, même si on fait le nul au Vélodrome, quand on voit Toulouse, quand on voit d'autres équipes comme ça, on se dit que de toute façon on reste dans la course. On est sorti pour la première fois de la zone rouge. Donc c'est certes inespéré par rapport au début de saison. Franchement, on est passé totalement à côté du sujet et puis c'était cataclysmique. Lors des déplacements, à l'exception de Nantes où ça, on a sonné le maintien, mais le réveil, pardon. Mais oui, bien sûr que c'est inespéré, mais on est de nouveau dans la course. Si on arrive à battre le promu angevin, écoute, après, si on reste à ces positions-là, 11e, 12e place, c'est ce qu'on attendait depuis le début de saison. Voilà, il faut se fixer en fin de compte des rencontres de ce que j'ai parlé tout à l'heure, d'un autre petit championnat avec les noms des clubs que tu viens citer. Le Havre également. Le Havre, peut-être Toulouse. Voilà, il y a après 7 clubs. Moi, je mettrais Nantes dedans aussi. Après, on verra ce que ça donnera. Mais voilà, faut pas être dans les 3 derniers. Tout simplement, mais voilà, c'est là l'objectif de cette année. C'est bien sûr se maintenir et gagner ce petit championnat. Et bien sûr, si on peut, gagner les 2 derbies. Évidemment, pour se rattraper de la fessée sur la Côte d'Azur. Ça, j'y tiens. Qu'avez-vous pensé, parce que tout à l'heure j'ai évoqué l'attaque, qu'avez-vous pensé de la défense stéphanoise lors de ce match face à Auxerre? Très bonne également, à l'exception peut-être du gardien, on en parlera tout à l'heure. Ce serait mon seul flop à la limite, mon verre à moitié vide. Sinon, j'étais convaincu. Petro, on en a parlé tout à l'heure, une grande combativité. Apia, qui a donné des bons ballons. Dès l'entame de match, il sert parfaitement hold puis Sissoko, quand il contrôle de la poitrine et qu'il tire au-dessus. Donc, une grande activité de la part des 2 latéraux. Batubinsika a son avantage. Et Nadé, mais tu l'as dit, depuis qu'il est là, on ne perd plus.
Donc non, moi, satisfait par la défense qui n'a pas bougé, puis il a eu raison le coach de laisser un 11 inchangé. Oui, c'est vrai. Et puis le fait que, comment s'appelle-t-il, Abdelhamid ne soit plus là aussi, peut-être que ça joue. Nadé, en effet, bravo Marco. Tu le disais depuis le début, et c'est vrai qu'il apporte beaucoup, alors que les deux centraux ont un peu les mêmes qualités. D'habitude, on en met un qui est un peu plus relanceur et l'autre qui est un petit peu plus au marquage. Et là, ils ont un petit peu le même... bon, c'est terminé, ça, bien sûr, mais quand même, souvent, il y en a un qui s'occupe de la relance. Là, on se disait, qui c'est qui va bien pouvoir relancer dans cette équipe ? En fait, c'est Ekwa qui s'en charge pas trop mal. Et puis ils surprennent. Hein, Batubinsika et Nadé dans l'axe, ils commencent à trouver des solutions longues. Parfois, ils en avaient abusé un peu au début de saison, parfois courtes, avec justement des milieux de terrain qui courent beaucoup, qui offrent beaucoup de solutions. Voilà. Et puis sur les côtés, on a Apia et Petro qui, franchement, ont haussé leur niveau de jeu, jouent au-dessus de leur niveau, que ce soit au niveau physique ou au niveau technique, je pense. Mais ça fait l'affaire parce qu'ils mettent tellement de cœur à l'ouvrage que c'est beau à voir. Moi, j'ai vu Petro, il m'a trop fait plaisir de tout arracher. Il va sur le côté. S'il prend pas le ballon, il prend au moins le gars pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement, quoi. C'est un esprit de sacrifice de ce joueur, le seul formé à Saint-Étienne et qui donne ce spectacle-là. Moi, je trouve que le public devait être aux anges. Après, il sort en fin de match, j'espère qu'il n'est pas blessé. Hein. Il a été remplacé par Mouton, autre joueur formé à Saint-Étienne. Mouton a fini arrière-gauche, c'était assez surprenant. Tout à fait. Et il a pris un carton aussi, Petro. Et avant de se repositionner en numéro 3, Mouton avait fait une bonne rentrée, justement, je vais peut-être revenir là-dessus. Pélissier, le coach auxerrois, effectue des changements à la 60e minute de jeu. Surtout avec l'entrée d'un petit numéro 10 qu'on appelle Perrin, qu'on connaît bien dans Coup de tête, qui a quand même pas mal changé la donne sur le schéma tactique et nous a posé souci énormément et effectivement ils réduisent le score et on a eu chaud dans les travées de Geoffroy Guichard parce qu'on voyait cette équipe auxerroise revenir et Dalloglio effectue 18 minutes plus tard 3 changements, lui à son tour. Est-ce que vous n'avez pas trouvé ça trop tardif de la part du coach stéphanois, cette réaction, parce qu'on prenait un petit peu l'eau justement dans la défense et dans ce milieu de terrain. Est-ce que vous n'avez pas senti ce changement trop tardif ? Et autre chose, moi ces 3 changements ont énormément apporté, chose que j'avais pas vu depuis le début de championnat. Les 3 remplaçants ont vraiment apporté quelque chose et Mouton, Bouchoirie en milieu de terrain ont cadenassé en fin de compte, je parle par exemple des Auxerrois notamment Perrin, et ça m'a vraiment fait plaisir. Et c'est là qu'arrive le 3e but en fin de match et ils sont récompensés en fin de compte de la bonne prestation de ces remplaçants. Moi, je l'ai perçu comme ça. Et tout à l'heure, j'avais une question et je vous ai parlé quel élément, est-ce que c'était le talent de certains joueurs, la solidarité, le collectif. Et ben moi, pour la première fois, j'ai vraiment senti un collectif, donc même avec les remplaçants, qui ont pu remporter cette rencontre. Oui, et pourtant ça partait mal parce que Benold et Davitashvili, tous les deux, ils ont la possibilité de décaler l'autre. Alors, au début de match, ils le font pas. J'ai pas trouvé ça très, très classe de leur part. C'est un peu perso, mais parce que là, vraiment, là, c'était vraiment sûr qu'il y avait but. S'ils décalaient, ils tentent leur chance, l'un comme l'autre. Assez perso, mais après, c'est vrai que t'as raison. Il y a eu une sorte d'esprit d'équipe, mais après, bien insufflé par les tribunes aussi. Hein. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un match comme ça, tu peux pas te cacher. Je pense, dans une ambiance comme ça, dans un stade comme ça, tu peux pas rentrer sur la pointe des pieds. Et il faut souligner que les 4 tribunes étaient ouvertes, c'est la première fois depuis le début de championnat. Le maillot, il pèse 1 tonne, donc il faut tout donner. Et je pense que ils ont été bien préparés
Ils ont compris. Ça y est, Bouchoirie aussi, on l'avait dit la dernière fois, il a compris un peu le message qui lui avait été envoyé. C'est cette espèce de surdéploiement sur le terrain qu'il faut que lui aussi il adopte. Et les autres aussi, hein, on l'a dit. C'est super de voir Cafaro récupérer un ballon parce que il est sorti à cause de ça, parce que je me rappelle à Nice il avait été pointé du doigt en disant Cafaro se bat pas, il perd des ballons, on a pris 2 ou 3 buts à cause de lui, etc. Là il rentre, il récupère un ballon et c'est lui qui lance la contre-attaque pour le 3e but. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, j'avais pointé l'apport des remplaçants qui est totalement au niveau des titulaires. Tu parles du triple changement qui est effectué. Cafaro, donc, il rentre un petit peu avant lui. Hein. Il remplace Benold quelques minutes avant le triple changement, puisque le 3e, c'est Stassin qui remplace Sissoko. Mais effectivement, les 4 ont été en vue. Hein, donc, ils ont été totalement à la hauteur des espérances. Tu parlais de Bouchoirie, mais Bouchoirie, il est bon quand il joue à son vrai poste. Hein. Là, c'est plus un fois qu'il joue à son poste. Si tu le mets à la place de Cafaro à gauche, enfin à l'époque, Cafaro jouait... forcément qu'il n'est pas à la meilleure disposition possible. Mais là, Cafaro, oui, ça fait plaisir à voir. Moi, c'est un garçon que j'aime bien. Ça me peine un petit peu qu'il sorte du 11. Enfin, pareil, Holt, il mérite totalement d'y être. Hein. Il a fait encore une belle prestation. Tu dis qu'il est plutôt égoïste. Moi, je trouve au contraire trop altruiste. Holt. Peut-être une occasion, mais moi, je trouve que voilà, il veut trop souvent servir son partenaire plutôt de tenter sa chance, alors qu'il arrive à faire des différences sur son côté. Il a fait une belle entame de match. Après voilà, donc vraiment l'état d'esprit général est à féliciter. Tous les garçons, ceux qui ont débuté, ceux qui sont entrés, tout le monde était au même niveau. On va tout de suite enchaîner avec ce que j'avais dit, c'est-à-dire les verres à moitié vides et les verres à moitié pleins. On va commencer par à moitié plein, messieurs. Ou même totalement plein, hein. Des verres à ras-bord. Pour le trident offensif, hein. Donc Davitashvili pour sa performance XXL. Pour Holt et puis pour Sissoko. Après, tous les joueurs méritent d'être félicités, que ce soit le milieu de terrain ou le secteur défensif. Ouais, d'accord. Moi, je tirais un petit peu plus le milieu de terrain. Bah, bien sûr, c'est juste pour me différencier de toi, Eric. Et parce que je regardais tout à l'heure le dernier match contre Auxerre où on avait pris l'eau. On avait perdu 5-2, je ne sais pas si vous vous rappelez. Notre milieu de terrain était composé de Tardieu, de Fomba et de Bouchoirie. C'est le seul secteur qui a été totalement remodelé parce que pour le coup, le reste, la défense est pratiquement la même. L'attaque, il y avait déjà Cafaro et Sissoko. C'est vraiment ce milieu de terrain et je trouve que Ekwa, il est intelligent dans le jeu et quand il est à ce niveau de physique, je pense qu'il va vraiment nous apporter par rapport à ce qu'on a connu à Saint-Étienne jusqu'à présent. Tu as vu qu'à chaque fois que les Auxerrois avaient le ballon et ils venaient dans notre camp, Ekwa, en fin de compte, faisait le 5e défenseur. Ouais, Il descendait à chaque fois sur toutes les intrusions bourguignonnes. Et effectivement, Ekwa, c'est peut-être le premier match où je l'ai vu quand même au-dessus par rapport à ses dernières prestations. Moi, je vais revenir comme Eric. En fin de compte, le trio des attaquants m'a énormément plu. Je l'ai dit tout à l'heure, donc je les mets vraiment au-dessus. Et vers à moitié vide. Ouais, s'il fallait en citer un, ce serait l'Arseneur. Alors, il remporte un face-à-face en début de match sur une action qui finalement se termine par un hors-jeu. Mais bon, après, à 20 minutes de la fin, il y a toujours cette hésitation dans le jeu aérien. Donc, il s'est un petit peu troué. Puis, heureusement que Moefek était derrière pour sauver le coup. Donc, il est beaucoup moins décisif. Il a fait un beau premier match à Monaco. Mais depuis, il y a pas mal de doutes le concernant. Ouais, j'en ai parlé l'autre fois. Hein. Non, pour moi, ils ont tous été au diapason. On a dit même les remplaçants. Donc, je vois aucun verre à moitié vide sur cette rencontre. Eh ben moi j'en ai que vous n'avez pas cité. Moefek, trop irrégulier pour moi. Le but qu'on prend, pour moi, il était évitable au niveau de Moefek justement. Hein. S'il s'arrache, il peut la détourner en corner, à mon avis. Et je l'ai trouvé trop irrégulier. Et quand Perrin est arrivé sur le terrain, je l'ai trouvé vraiment à la rue, Moefek. Voilà. Et Petro, j'en ai parlé tout à l'heure, je rajouterai Petro parce que il souffle le chaud et le froid. Et le but qui a été annulé pour les Auxerrois vient d'une perte de balle assez grossière pour moi sur son côté gauche. Là,
Ça me dérange un peu. Après, il est à l'origine du premier but. C'est lui qui amène, qui fait un joli crochet et qui efface son acolyte auxerrois et qui crée cette percussion de Davitashvili sur le côté gauche. Donc voilà, c'est le chaud et le froid. Mais bon, voilà, pour moi, c'est ces deux, Petro et Moefek. Voilà, concernant vers moitié vide à moitié plein, on passe tout de suite à l'agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors samedi 19 octobre à 19h, ça fait beaucoup de 19, l'ASS reçoit le RC Lens, actuel 6e avec 11 points. Alors éliminé en barrage de la Ligue Conférence par Panathinaikos, l'équipe coachée par l'extrémois Will Steele. Et comme Monaco et le PSG, toujours invaincu en Ligue 1, mais en 7 journées compte 2 victoires, c'était les 2 premières journées contre Angers et Brest, suivi de 5 matchs nuls. Une formation qui le plus souvent évolue, je l'ai dit tout à l'heure, en 3-4-1-2. Elle possède comme nous l'une des plus mauvaises attaques, mais par contre, a la meilleure défense du championnat à égalité avec Monaco. Elle a du mal à s'imposer, mais par contre, difficile à manœuvrer. Donc, dans un chaudron sûrement plein à ras-bord, ce match sera l'occasion de retrouvailles fraternelles entre deux des plus fervents publics de l'Hexagone. Les groupes de supporters stéphanois et lensois ont d'ailleurs co-signé une lettre ouverte adressée au préfet de la Loire pour qu'aucune restriction de déplacement ne soit décrétée sur ce match, histoire que la fête soit belle. Donc le match est dans 15 jours. Le week-end prochain sera un match de compétition, réserve de compétition internationale, sachant que côté lensois, il y a 6 joueurs qui partent en sélection, contre 4 à Saint-Etienne. Benold, Batubinsika, Davitashvili et Stassin. Stassin appelé de dernière minute, alors que Amougou, qui lui était pressenti, restera finalement à Saint-Etienne. D'accord. L'arbitre du match ? Toujours pas fixé. Ah oui, c'est vrai que c'est dans 15 jours, donc c'est pas fixé. Juste un petit truc que j'avais noté la semaine dernière, parce que j'avais déjà préparé, j'avais 15 jours d'avance. C'est Danso c'est vrai que cette défense à 3, elle était réputée pour être l'une des meilleures de Ligue 1, et ils ont eu la petite déconvenue, c'est Lensois, que Danso, donc l'un des meilleurs joueurs autrichiens, eh bien en fait ils pensaient pouvoir le transférer à la Roma, mais sur place ils ont décelé un petit souci du côté de Danso, qui a été obligé d'aller se faire opérer. Donc voilà, ils ont perdu un des piliers de leur défense quand même, mais malgré tout c'est vrai que l'organisation est la même, et les frères Steele, ils ont pas fait l'erreur de changer les choses. Ils ont bien gardé ce qu'avait travaillé Francaise. Quand on voit ce qu'il fait à Lens, à Nice, pardon, on voit que c'est du bon boulot et sur du long terme, hein. Et donc cette équipe, elle porte encore la marque de Francaise, et une très 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 belle organisation. Elle est je pense que c'est une des équipes les plus difficiles à bouger de Ligue 1. T'as pas parlé du gardien qui est énorme. Samba. Qui est énorme. Ouais, pour moi, c'est le meilleur depuis 2 ans. Après, je regarde pas tous les matchs de Lens. Quoique, j'ai regardé Strasbourg-Lens, puisqu'ils ont fait 2 buts partout ce week-end. J'ai regardé simplement la première mi-temps de ces Lensois. Et ce qui est marrant, c'est que au cours de cette rencontre, les buts, en tout cas j'ai vu 2 buts, que ça soit côté alsacien ou côté lensois, c'était suite à des pressings. Voilà. Des pressings. Alors pressing strasbourgeois qui a beaucoup gêné cette équipe de Lens en début de rencontre. Et oui, Strasbourg a inscrit un but comme ça en pressant, et Lens aussi a inscrit le deuxième but tout en pressant. Voilà, et effectivement, moi, les attaquants, ils sont pas mal côté lensois, hein. Il va falloir vraiment se méfier, parce qu'il y a de la vitesse, il y a de l'adresse. Donc, voilà. Mais quel plaisir de revoir Saint-Etienne-Lens. Tiens, Eric, toi qui es la Bible des matchs des Verts, le dernier Saint-Etienne-Lens à Geoffroy Guichard, il commence à dater, non ? Parce que quand Lens était en 2e division, nous on était en 1re division, et inversement, non ? De mémoire, c'était avec Pascal Duprat, l'année où on descend. Ouais. On perd à Geoffroy Guichard. Exact. Et Pascal, il y avait l'année Puel, Pascal Duprat, où on affrontait Lens. Oui, je me souviens, au stade Bollaert, où on passe un peu à travers. Mais ces 15 dernières années, c'est relativement rare. J'ai des très bons souvenirs avec des Saint-Etienne-Lens, avec les supporters lensois. Depuis des années et des années, c'est toujours un réel plaisir de les accueillir. C'est la même mentalité.
C'est vraiment un bon moment. Donc c'est le 19 octobre à 19h. Eric vous a dit tout ça. On va passer à un deuxième titre musical venant donc de Lyon. Ça sera le groupe Pharaon de Winter avec le titre Car Nord-Est. Des premiers policiers, sous mes pieds le terrain sur lequel je jouais à tâtons. Le match est arrêté, le souffle est coupé. D'ici ça ressemble à des robes de poupée. D'ici nos parents tremblent et fixent la forêt. Et soudain je le sais, plus d'histoire sans rien à creuser. Sans forêt, plus d'histoire sans rien enterré. Car Nord-Est, signé de l'iconé Pharaon de Winter. Alors lui il est de Migène, alors c'est le Nord-Est d'Auxerre. Il a joué en tant que stopper dans l'équipe de Migène et en Gambardella il a affronté un certain Djibril Cissé qui lui en a mis 9. Son équipe de Djibril Cissé en avait mis 9, voilà, il s'était affronté. Il parle au début de cette chanson, justement de son passé en tant que joueur. Voilà, si vous avez écouté, cher auditeur, il parle un petit peu de football. Voilà, alors pour le trouver celui-ci, il fallait vraiment gratter, et je suis allé le chercher. Donc c'est un iconé de Migène, donc non loin d'Auxerre, pour cette émission Rock and Foot, voilà, tout simplement. Et j'espère que ça vous a plu, chers auditeurs. On revient à l'actualité avec les coups de cœur, évidemment. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors, de mon côté, le coup de cœur, c'est Iniesta qui met un terme à sa carrière. L'homme de la Mancha, comme dirait Jacques Brel. C'est plus un coup de tête, alors. Non, c'est un coup de cœur dans le sens où pour tirer... T'es content qu'il faire arrête. un gros coup de chapeau pour sa carrière. Bon, ça faisait un petit moment qu'il avait quand même tourné la page parce qu'il jouait, je crois, au Japon, au Vissel Kobe. Et c'est vrai que le voir... voilà, ça me permet de faire un petit coup de chapeau peut-être au plus grand joueur espagnol de l'histoire. Peut-être tu seras d'accord avec moi. Don Andrés Iniesta. Coup de cœur évidemment pour le match très plaisant auquel on a assisté avec Marco samedi à Geoffroy Guichard, dans une belle ambiance du fait du retour des deux copes pour la victoire des Verts, donc qui sortent de la zone rouge, bien sûr, pour Zuriko Davitashvili, auteur d'un triplé. La dernière fois qu'on avait réalisé un triplé, c'était Wabi Kazri, pour monter 3 ans en arrière, sachant que dans l'intervalle, il y avait eu 4 buts signés Crasso. C'était contre Bastia, mais le triplé de Kazri, il y avait eu 2 pénaltys quand même, alors que là, c'est quand même 3 buts inscrits dans le jeu. Et bien, le week-end a été parfait, on va dire, puisque dans les dernières secondes, les féminines ont battu le Paris FC leader. 3 matchs, 3 victoires pour les Amazones. Et puis la réserve également a remporté le derby sur un penalty d'Otman. Et puis aussi, coup de cœur pour la joie de recevoir bientôt effectivement les 100 et or. Il y a beaucoup de points communs entre Saint-Etienne et Lens. Là, j'ai vérifié l'information que tu demandais, donc c'est bien ça. La dernière fois qu'on avait reçu Lens, on avait perdu à Geoffroy Guichard 2-1 avec un but à la 95e minute, alors qu'on avait ouvert le score par bout de bouse. Quant à moi, le coup du chapeau de Zuriko Davitashvili, donc et puis le trio d'attaquants et notamment Sissoko, j'en ai parlé en début d'émission. Ces attaquants qui se créent autant d'occasions, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai beaucoup aimé le retour des Greens puisque j'ai pu aller déjà dans mon Cop Sud. Et puis le cochise qu'ont fait les Greens en tifo qui est magnifique.
Je l'adore ce coachise. Voilà. Les victoires vertes, effectivement, ce week-end, je rejoins Eric. Et puis la dernière chose, l'interview qu'on a pu faire ensemble, Eric, de Pascal Pacali, l'auteur de La vie en vert, le tome 2, qui sort bientôt, puisqu'il fera la une de ce week-end, puisqu'à la fête du livre à Saint-Étienne, il sera place d'Orient. Donc allez le voir, cher auditeur, ça vaut le coup. C'est un fan de foot, un fan des Verts et un fan de rock, donc ça pouvait que me plaire. Vous pouvez retrouver l'interview en podcast sur le site de FM43. Le coup de tête maintenant. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Alors très peu de coups de tête, c'est bon signe. Hein. Tu viens de parler à l'instant de Pascal Pacali, donc on a assisté tous les trois au match de la réserve, donc il a eu une petite mésaventure. Il n'a pas pu entrer au match puisqu'il ne prenait pas les cartes bancaires, donc c'était pas très professionnel. Effectivement, il a pointé ça dans une petite vidéo, donc je le rejoins. Donc heureusement que Marco était là pour le dépanner, puisque moi j'étais déjà à l'intérieur du stade. Un coup de tête pour la énième rechute de Wadji, on n'en a pas parlé dans la dernière émission, qui est parti là à Clairefontaine pour se faire soigner. Donc même s'il a marqué le but de la montée, il n'a disputé que 12 matchs en plus d'un an. Hein. Et puis un coup de tête, j'avais prévu aussi à 2 émissions, puis moi à l'époque le décès de Didier Roustan avait éclipsé le reste, donc simplement je n'aime pas voir les deux anciens verts Jordan Verretou et Neil Maupay sous le maillot de l'OL et de l'OM. Alors peut-être deux trucs un peu plus général, on va dire. J'ai compris glauque. Globaux, j'allais dire. Non, général. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais vous savez, les sortants lors des matchs, est-ce que ça vous choque pas qu'ils sortent à l'opposé au lieu de venir taper dans la main de celui qui va les relayer? Ça fait un petit peu naïf ce que je dis, mais pour moi, ça devrait être quasi obligatoire. C'est-à-dire que le joueur qui sort vient vers son banc et sort pas là-bas. Et je le vois maintenant au niveau amateur. C'est l'arbitre qui décide souvent. Ah oui, parfois il leur dit pour éviter qu'ils gagnent du temps, mais parfois c'est pas du tout si pour. Si t'es à l'opposé. Parfois c'est pas du tout pour qu'ils gagnent du temps. Et tout à l'heure on parlait du Japon. Quand on voit ces joueurs japonais qui, quand ils sortent du terrain, font un salut à tout le monde comme ça avec la tête et la main, ils sortent du terrain, ils font ça. Je dis on est très loin et parfois je trouve que c'est plus ils sont dégoûtés de sortir et ils partent la tête basse et ils ont surtout pas envie de venir encourager le joueur qui les remplace. Et puis le deuxième coup de tête, là aussi on entend beaucoup parler les clubs qui veulent pas laisser leurs joueurs à la disposition des équipes nationales. Bon, ça se défend, mais par contre ils se plaignent parce qu'il y a trop de matchs et pourtant ils organisent en 2025, on va en entendre beaucoup parler, le mondial des clubs qui va avoir lieu aux États-Unis de mi-juin à mi-juillet. Vous voyez, finalement des matchs, ils en rajoutent eux-mêmes. Ça se fera aux États-Unis. Il y aura 32 équipes de toutes les fédérations du monde, UEFA, CONMEBOL, etc. Et donc preuve que les matchs, ils sont pas à vouloir les faire baisser, au contraire. Mais bon, les équipes nationales, ils en ont un petit peu rien à faire. Coup de tête, écoutez, moi je reviens sur les petits coups francs. Dans un match de foot, vous avez beaucoup de coups francs, beaucoup de fautes, voilà. Et ce qui m'énerve, c'est que là où se joue le coup franc, où se joue la faute, souvent c'est à 5 voire 10 mètres. Et le match auquel on a assisté samedi soir, plusieurs fois, l'arbitre a laissé, en fin de compte, des fois plus de 5 mètres de différence avec le lieu où a eu la faute. Alors, il y a eu un coup franc notamment de la part d'Auxerre, sorte de mini corner là sur le côté. Et ça avait rien à voir avec le lieu où avait eu la faute, tout simplement. Et c'est de plus en plus comme ça. Les arbitres laissent faire, donc ils doivent avoir des consignes. Moi, ça me dérange. Moi, quand je jouais au foot, on jouait exactement là où il y avait eu la faute. Et maintenant, on se permet, en fin de compte, des fois 5 mètres, des fois 10 mètres. Et regardez bien les gardiens, des fois où il y a une faute dans la surface, ils vont la mettre presque au niveau de la ligne des 18 mètres, alors que c'est au niveau des 6 mètres.
Donc pour ça, voilà, c'est un coup de tête, tout simplement. Et le deuxième coup de tête, c'est le fonds d'investissement 777 Partners qui vient de faire faillite. Alors ça pose souci parce qu'il y a une équipe en France, en Ligue 2, qui est le Red Star, que je tiens fort dans mon cœur, qui est justement géré par ce fonds d'investissement. Donc, qu'est-ce qui va devenir ce club du Red Star ? Déjà qu'ils ont galéré pour accéder à la Ligue 2. Donc, je m'inquiète. Et il faut savoir qu'ils ont ce fonds d'investissement. Ils avaient déjà approché Saint-Etienne il y a quelques années, je ne sais pas si vous en souvenez. Mais ils ont Hertha Berlin, le Genoa, le Séville FC, le Standard de Liège. Donc ça fait... ça, c'est simplement en Europe. Parce qu'ils en ont ailleurs aussi, à la fois au Mexique et en Amérique du Sud, il me semble. Donc on peut se poser la question sur l'avenir de ces clubs et puis sur ce principe que le fonds d'investissement investisse dans plusieurs clubs, donc ce conglomérat de clubs comme Nice et Manchester United, ça leur pose pas de souci qu'ils se retrouvent en Coupe d'Europe. Moi, ça me pose des soucis d'éthique par rapport à simplement le sport, quoi. Donc voilà, il fallait le dire. Pour terminer cette émission où là on a été bavard, on revient non pas la semaine prochaine mais dans 2 semaines pour revenir sur le match du 19 octobre à 19h avec la réception des Artois, le RC Lens, les 100 et or. D'ici là, bise à l'œil et allez les Verts! À bientôt, allez les Verts. Allez, bonne quinzaine.